Salut à tous, aujourd'hui un numéro de sans concession un peu exceptionnel puisque nous nous trouvons en Italie chez le fabricant de casques Nolan. Du design au crash test, vous saurez tout du processus de fabrication. Tout ça avec nos rubriques habituelles bien sûr et un résumé des tests MotoGP à Sepang avec Michel Turcot qui est sur place et un essai de la nouvelle Kawasaki H2 SX. Surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager notre émission. Suivez-moi, c'est parti. Nous sommes au siège du groupe Nolan avec Sébastien Casartelli. Salut Sébastien. Bonsoir David. Tu es président de Nolan Group France et nous sommes ici tout près de Milan. Oui, à Brembat et di Sopra, juste à côté de Bergame. Lieu Plus historique près de Bergame du Nolan. que de Milan. Oui, oui, bien sûr. Nous sommes aussi avec Eric Sellis. Salut Eric. Bonsoir David, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Eric, tu nous as préparé un petit zoom sur l'histoire des casques. Oui, alors un petit zoom très léger parce que en fait l'histoire des casques elle est relativement récente, elle date des années 1930 suite à l'accident de Sir Thomas Lawrence qu'on connaît plus sous le nom de Lawrence d'Arabie. En fait il est décédé des suites d'un accident de moto et les chirurgiens se sont un petit peu émus du fait qu'ils n'avaient pas pu le sauver parce que les lésions à la tête étaient trop importantes. Donc ça a engendré une réflexion profonde au niveau de l'armée anglaise qui a mené des études et qui s'est dit qu'effectivement il y avait énormément de décès de la part des motards de l'armée dû aux conséquences d'une chute et des lésions à la tête. Donc c'est comme ça qu'on est venu à réfléchir sur la protection. Donc pendant le deuxième conflit de la guerre mondiale, eh bien, on avait les casques de combat, donc là on a un petit peu occulté le problème, et puis après on y est revenu. Les premiers bols sont arrivés, le casque qui couvrait le haut de la tête, après des casques un petit peu plus enveloppants. En 1966, l'histoire voudrait que le premier casque intégral soit la propriété de Bell, le constructeur américain, le fabricant américain. Et puis dans les années 70 et jusqu'à nos jours, eh bien, les casques, les marques se sont développées. Mais 1970 et 1972 plus exactement, c'est la naissance de Nolan. Oui, exactement. En 1972, un monsieur qui s'appelle Nocky Lander fonde cette usine pour fabriquer des casques en polycarbonate à l'origine. C'est une matière qui est issue de l'industrie aérospatiale, puisque fabriquée par General Electric à la demande de la NASA pour équiper les capsules Gemini et Apollo, pour faire les hublots, pour remplacer le verre. Donc c'est un matériau. Nolan, c'est un peu Exactement. les initiales, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et donc aujourd'hui, Nolan est présent sur combien de pays ? Eh bien, nous exportons la production sur une centaine de pays à travers la planète. On produit, on homologue des casques dans toutes les normes que l'on peut rencontrer sur tous les marchés, et ce, depuis 45 ans maintenant. Et c'est fabriqué ici? Tout est fabriqué ici. Donc pas de fabrication ailleurs dans le monde, c'est ici? Oui, exactement. On conçoit, on développe, on fabrique, on assemble et on commercialise tous les produits du groupe Nolan, c'est-à-dire la marque Grex, qui est une marque d'entrée de gamme, la marque Nolan, qui est la plus connue et la plus célèbre, et la marque X-Lite, qui sont des casques fabriqués en fibre composite. Tout est fabriqué ici. Du haut de gamme un peu plus X-Lite, c'est ça? Oui, exactement. En quelle année? X-Lite, c'est 1998. D'accord. Et combien de casques sortent de ces usines ici? Actuellement, la production tourne aux alentours de 400 000 casques par an. 400 000 casques par an, d'accord. Et la spécificité un peu, la marque de fabrique du groupe Nolan? C'est l'entier dévouement de tout le personnel. C'est environ 400 personnes qui travaillent en moyenne dans ces usines. Nous sommes entièrement tournés vers le casque, de la conception à la production. Toutes les étapes ne sont faites que sur le casque, pour le casque, rien que ça depuis le début. Un casque commence par le stade de l'imagination, du design, de la conception du casque. Et comment ça se passe le design ici? Eh bien, il y a des demandes de la part des marchés sur de nouvelles fonctionnalités, sur certaines typologies. Et puis, il y a aussi le travail de l'ingénierie qui est fait en interne, là aussi, pour développer les casques de demain. Alors, on va commencer par la première étape, c'est la fabrication des casques Nolan en polycarbonate. On va regarder comment ça se passe. Alors Sébastien, on est où ici? Il y a des grands silos. Qu'est-ce que c'est exactement? Ici, on stocke le polystyrène expansé. D'accord. Et le polystyrène expansé, qui sert à ce matériau, arrive chez nous non expansé. Il est comme ça. C'est quoi? C'est du polystyrène? Ça, c'est du expansé? polystyrène. Et ça, c'est du polystyrène expansé.
Tu vois, j'en ai pris à côté. Ah oui, oui, d'accord. Donc ça, c'est la base. Exactement. Et après, qu'est-ce qu'il permet faut de le pour rendre donner ça très léger là? Eh bien en fait, ce sont des bains de vapeur qui sont dans une machine juste à côté qui est très bruyante. C'est pour ça que je t'ai convié ici. D'accord. Et cette machine va, dans un bain de vapeur, faire grossir ces grains, en faire du polystyrène expansé. Tous les petits ronds qu'on voit sur le calotin là, ce sont des petites billes comme ça? Oui, exactement. Ce sont toutes les petites billes qui ont été moulées dans des presses qui sont situées de l'autre côté du mur. Donc là, ce sont les machines qui fabriquent les calotins. On a plusieurs moules qui sont derrière tous ces panneaux en métal qui vont recevoir le polystyrène qui viennent de ces grosses seringues. Ça va être solidifié et au bout d'une minute, on a des calotins qui tombent, ils sont tout prêts. Et là, on a quoi? C'est les joues, c'est les oreilles, c'est quoi? Exactement. Là, tu vois, ce sont des pièces qui sont faites en polystyrène, donc dans ce département, et tu vois la précision. On va ici mettre des haut-parleurs de nos systèmes de communication. Je t'en parlerai plus tard. Ça, c'est des Encom, ça. Exactement. Ah ouais, d'accord. Et donc là, on est à l'atelier assemblage, là, on est d'accord? C'est des autocollants? Écoute, il y a tout un ensemble de pièces. C'est la seule partie d'assemblage qu'on va voir dans ce département. On profite d'avoir le calotin à disposition pour commencer à fixer tous les éléments qui vont faire un intérieur démontable. Ça, c'est les mousses? Oui, le tissu, les mousses. Et on va coller des parties sur le calotin, les parties qui vont recevoir le support pour Ah oui, déjà, agrafer les on intérieurs. commence déjà à clipser tout, quoi. Exactement, parce qu'ici, le calotin, il définit la taille, il définit tout. On n'a plus besoin de réfléchir sur quel intérieur on va mettre dedans. Alors là, on arrive dans les calottes, c'est ça? Oui, les calottes externes. Donc ça, c'est encore des petits granules. De quoi, cette fois? C'est pas du polystyrène, ça? Ah non, maintenant c'est du polycarbonate. C'est quelque chose qui va être très dur, c'est la calotte externe. D'accord, c'est ce qui va au-dessus du calotin, donc c'est la partie très dure. Oui, c'est celle qui va répartir l'onde de choc. Alors, D'accord, donc comme là, tu peux tu voir- as un coloris un peu translucide. Oui, c'est pour faire les écrans. Ah, d'accord, les écrans, c'est ça, et ça, c'est Et ça, c'est la calotte externe. Donc là, on arrive dans la partie où ce sont les coques qui sont fabriquées, les écrans aussi. Oui, les coques, les écrans, les mentonnières des casques ouvrables, tout ce qui est polycarbonate va être fabriqué ici. Alors ça, c'est les petites billes qu'on voyait tout à l'heure, ça se transforme en écran. Il y a Oui. un bras qui arrive et à chaque fois, il dépose les écrans. Et c'est pareil pour les coques? Alors, c'est pas exactement pareil. Pour les écrans, ils sont retirés du moule par ce bras robotisé, posés sur le tapis roulant. Et l'opératrice va effectuer un cut du point d'injection et un premier contrôle à la main. Là, c'est un marquage. C'est un marquage par rapport au modèle pour identifier. Et donc, elle fait son premier contrôle à la Ah main. oui, on les reçoit comme ça, les écrans. Pas dans cette protection. Là, c'est parce qu'il est encore fragile. Donc là, on est sur les bains des écrans. Ça sert à quoi, tous ces bains là? Là, on va traiter les écrans contre les rayures. On va D'accord. dégraisser, rincer, traiter, laver l'écran. Et en bout de chaîne, il est traité anti-rayures. Donc ça, c'est dans différents produits chimiques qui permettent de traiter les écrans. c'est ça? Exactement. Et tout est fait en interne. D'accord. C'est quoi? C'est les moules? Tout ça, c'est les moules de tous les casques qui sont en cours de production. N43, N53, c'est les noms des casques, des modèles? Exactement, les numéros des calottes. Et là, 680, c'est 680 tonnes. Oui, c'est la pression exercée pour fermer le moule de notre N100. Tu vas voir, il va bientôt s'ouvrir et on va voir apparaître une calotte. Et là, c'est injecté. Ah ouais, ça y est, il s'ouvre. Oui, la calotte, elle est là. Le polycarbonate a été injecté sous fusion, il est tout liquide. Il est injecté comme une grosse seringue. Et là, Il ça se s'ouvre. répand Qu'est-ce qui va se passer là Il y a un maintenant? opérateur qui va récupérer la calotte normalement. C'est pas un peu dangereux là? Non, tout est contrôlé, il y a des sécurités dans tous les Ah, sens. je le ferai pas moi. 680 tonnes. C'est vraiment usiné. C'est des... Dixième de millimètre. Donc là, on arrive, on va se diriger au département peinture. Exactement. Et tout est traité ici. Tout est traité ici. Tous les casques du groupe sont peints ici. Alors je vais te parler un petit peu d'écologie. On a vu les bains pour les écrans, Oui. la peinture. Comment ça se passe en termes de retraitement des matériaux polluants? Tu sais, depuis 1995, nous utilisons des peintures à l'eau. C'est-à-dire qu'on est bien loin et on était bien précurseurs par rapport aux systèmes qui sont encore utilisés aujourd'hui à base de solvants et d'huile. Donc ça, c'est les casques de la Poste suisse, tu m'as dit. Hein? Oui, c'est ça.
Donc là, on arrive dans le département déco. Oui, regarde, toutes les décos sont stockées ici sous forme de planches, comme des décals. On va les découper en fonction des besoins et ensuite on va les donner aux personnes qui posent les décals. Ah ouais, et là, on dirait l'atelier du Père Noël ici. Oui, un petit peu. Ce ne sont que des femmes qui sont très précises et très minutieuses, qui bossent dans un environnement. Ça peut prendre de 3 minutes pour les plus simples jusqu'à 30 minutes pour le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est un mélandri, non? Non, c'est le Tcheka. Ah, c'est le Tcheka. Avec la planète. Exactement. Ah ouais. Tu vois, David, la décale a trempé dans l'eau et l'opératrice prend la partie déco proprement dite pour l'appliquer à la main sur le casque. Merci Sébastien pour cette première étape de la fabrication des casques. On passe tout de suite au top et au flop. Le premier top concerne Ducati avec la nouvelle Panigale qui vient de sortir. Ducati, c'est une marque que connaît bien Casey Stoner, un pilote emblématique de la marque Nolan. Oui, depuis ses débuts, il porte un Nolan et nous en sommes très fiers. Il l'avait présenté ici d'ailleurs, son nouveau Nolan. C'est exact. Et la nouvelle Panigale, Eric, qui a été présentée à Valence. Oui, effectivement, c'est une machine qui fera date dans la production de Ducati, puisque jusqu'à présent, la marque de Bologne avait établi toute sa stratégie autour du bicylindre desmodromique. Et là, c'est la première fois qu'on lance chez Ducati une machine propulsée par un moteur V4. Donc, c'est la première machine de série avec un moteur V4 directement dérivé de la technologie du MotoGP. C'est vraiment une usine à gaz. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Et elle a été vraiment très appréciée par les heureux journalistes qui ont fait les premiers tours de roue sur le circuit de Valencia. Ouais, d'ailleurs, il y a un tour embarqué très impressionnant d'un pilote essayeur Ducati. Oui, parce que je crois qu'il est, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est aux alentours des 6 à 10 secondes par rapport au temps du MotoGP. Donc il faut savoir que la V4, c'est de l'anti-patinage, c'est de l'anti-wheelies, c'est du contrôle de dérive. Donc c'est vraiment très très abouti au niveau technologique. Autre top, le système Cosmo qui se met sur des casques, qui a été présenté tout récemment au Musée de l'Homme à Paris en présence de Philippe Monneret. Le Cosmo, c'est un système que vous connaissez déjà chez Nolan. Oui, tout à fait. On a sorti il y a 3 ans maintenant un système de feu arrière, on appelle ça l'ESS, l'Emergency Stop Signal, qui permet d'alerter les usagers qui nous suivent d'un freinage fort par l'émission d'un flash lumineux avec un boîtier situé à l'arrière du casque. On passe au flop maintenant avec le vol dont a été victime Dominique Mélian, le patron du Suzuki Endurance Racing Team, qui a été victime d'un vol de trophée. Eric, c'est incroyable. Oui, c'est juste surréaliste. Alors, on va presque en rire parce que hormis un pilote en manque de résultats, je vois pas qui ça peut intéresser. Alors lui, il n'en rit pas. Hein, non, Dominique, il n'en rit pas parce que je veux dire, il y a une valeur sentimentale, il y a beaucoup d'histoires autour du CERT, autour de ces trophées. Et je trouve ça juste aberrant. Alors j'espère, il a activé les réseaux sociaux, il y a une chaîne qui s'est mise en place. On a vu par le passé des pilotes qui s'étaient fait voler des casques, qui avaient mis ça en ligne sur Facebook, sur les sites et sur les réseaux. Ça avait fonctionné. Donc là, on espère qu'il y aura un soupçon d'intelligence parmi les personnes qui ont commis cet acte. Bah, ça ne vaut rien, hormis effectivement la valeur sentimentale pour Dominique et son équipe. On fait un appel aux voleurs pour qu'ils rendent rapidement ces trophées à Dominique Mélian. Moi, j'en ai à vendre, mais bon, on ne sait pas. On en reparlera après l'émission. Deuxième flop, notre feuilleton sur la limitation à 80 km/h avec une intervention qui ressemble à une blague du délégué interministériel à la sécurité routière qui s'est fait tacler sévèrement par les sénateurs, puisque l'étude, il a été sommé de rendre public les résultats de l'étude dont il ne voulait pas parler. Oui, puis on sait que les résultats, ils sont pas vraiment probants. Donc, et puisque de par les études justement et les spécialistes, on dit que pour que ça soit vraiment crédible, il fallait que ça soit porté sur déjà une durée de 5 ans. Donc on sait que c'est déjà un tronçon qui est limité et que dans la durée dans le temps, c'était pas assez révélateur pour justifier du côté accidentogène de la mesure. Là, c'est simplement sur une question de trafic et de surveillance des dépassements de la vitesse. Donc on est loin de ce qu'on nous a vendu du point de vue sécuritaire. Alors la transition est toute trouvée sur la vitesse, puisqu'on a essayé cette semaine
une machine turbo, une Kawasaki H2 SX, la 3e déclinaison du turbo chez Kawasaki. On regarde ça tout de suite. On est dans la région de Lisbonne, à 25 km de Lisbonne, exactement à Cascais, pour vous présenter cette Kawasaki H2 SX. C'est la 3e de la série H2, mais attention, Kawasaki ne veut pas parler d'une H2 à 2 places, mais plutôt d'une nouvelle SX. Les SX, ce sont les catégories routières de chez Kawasaki, et c'est une SX avec un compresseur. Cette moto, elle fait environ 200 chevaux, un peu plus avec le ramer, 10 de plus environ. On a pu rouler sur les routes tortueuses des environs de Lisbonne. Cet après-midi, c'était impressionnant. Donc cette machine, elle est uniquement proposée dans un coloris vert dans sa version SE. C'est sur la version SE que Kawasaki veut communiquer. La version SE, elle comporte un écran de bord TFT, donc avec pas mal d'options. Elle comporte également des feux directionnels. Donc les feux directionnels, c'est vraiment quelque chose de très important pour la sécurité, pour un roulage de nuit. Elle comporte évidemment des valises, une selle confort. Cette moto est annoncée pour 256 kg. Ce poids sur la H2SX, on le sent, mais il n'est pas surprenant. Disons qu'en action, même sur les courbes qui sont mal revêtues, et il y en a beaucoup ici, la moto rebondit un peu parce qu'elle était réglée dure. Néanmoins, elle est toujours contrôlable avec un système de freinage ABS très facile à maîtriser, pas trop invasif. Et puis pour le tourisme rapide, disons que le confort est très intéressant et la position de conduite plutôt agréable. La protection est plutôt efficace. Kawasaki sait faire des carénages enveloppants comme sur les ZZR. Et cette Kawasaki H2SX, c'est une machine de route pour des motards qui vont savoir qu'ils ont un compresseur, qui vont savoir qu'ils ont un potentiel inouï. C'est toujours valorisant de posséder une machine de ce niveau de technologie. C'est ce que Kawasaki a voulu proposer pour faire de longs trajets, de longues balades, rapides éventuellement, avec une machine d'exception. Nous sommes sur le circuit d'Estoril pour la 2e partie de ce test de la H2 SX et on a pu éprouver les qualités du compresseur. Les ingénieurs japonais nous ont expliqué en détail tout ce qui avait changé. Une bonne partie de l'intérieur, les carters sont identiques à l'extérieur, mais beaucoup d'éléments ont changé, à commencer par la taille des hélices. Du compresseur qui font que le bruit est différent, l'entrée d'air est différente. Évidemment, ça n'est pas le même usage qu'une H2 ou une H2R. Tout l'arrière du cadre est désormais entrayé. Ça permet une meilleure circulation du flux d'air. Le flux d'air permet au compresseur de refroidir naturellement et puis d'être efficace. Alors en action sur ce circuit d'Estoril, dans la courte ligne droite du circuit d'Estoril, on a pu prendre 290 km/h sur les accélérations. C'est pas mal, après il faut freiner. Donc le freinage, la phase de freinage, la moto se tord au freinage parce que les Tokiko badgés Kawasaki sont vraiment efficaces, l'ABS est très efficace, la moto reste en ligne, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui sur le circuit d'Estoril. On a pu faire quelques tours du circuit, on a fait un test de maniabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des indications d'angle. Donc on a pu prendre 48 degrés d'angle à gauche, 51 à droite. C'est tout un tas de jouets électroniques à disposition de cette moto. Le launch control aussi pour faire les accélérations, c'est-à-dire qu'on peut avoir une assistance électronique au départ, on peut avoir le traction control et puis toutes ces assistances électroniques, elles sont assez faciles à régler au tableau de bord avec une petite prise en main. Mais après c'est assez simple, on peut régler aussi la luminosité du tableau de bord. Énormément de technologies sur cette moto proposée à 21 999, donc 22 000 quasiment. Comptez 3 000 de moins pour la version standard qui n'est pas SE et puis comptez 8 000 de plus pour la H2 normale, sachant que la H2R c'est 55 000 € quand même. Des H2, il y en a environ 200 qui se sont vendus en France. On souhaite une bonne réussite pour cette H2 SX SE. Vous avez remarqué sur cette moto, sur cette H2 SX, je portais un casque carbone X-Lite
le casque carbone, c'est différent du casque polycarbonate, Sébastien. Oui, c'est différent. C'est un autre procédé de fabrication. Ce sont des fibres composites. Là, tu avais un casque en carbone, le X803, le dernier né de chez X-Lite. Nous avons toute une gamme de casques qui sont fabriqués en fibres composites. Et la fabrication n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut aller visiter, bien sûr, ce secteur de fabrication du casque carbone. Une fois de plus, la visite t'est permise. Eh ben, on y va tout de suite avec toi, Sébastien. Visite guidée, tout de suite. Et donc, Sébastien, on a vu les casques en polycarbonate, c'est Nolan. Oui. Maintenant, les casques en fibre, c'est ici. C'est ici et c'est X-Lite. C'est X-Lite. Donc, Oui. c'est ça la différence. Pour les gens qui ne sauraient pas, Nolan, c'est les polycarbonates. X-Lite, c'est fibre. Plus haut de gamme, on va dire. Oui, plus haut de gamme grâce aux matériaux. Tu vois, ton casque en fibre, il est là. C'est ça. C'est ça, En fait, c'est ça qui fait la coque du casque. exactement. Donc, c'est pas injecté du tout. Ça n'a plus rien à voir. Donc là, ce sont des moules et les différentes parties de la fibre sont positionnées, superposées dans un moule qui est en quoi? En plastique Oui, c'est un matériau bien choisi qui va servir dans un premier temps de support pour ce qu'on appelle la phase de stratification. On met en couche les différents tissus. C'est un procédé, il y a un ordre Bien sûr, particulier. il y a un ordre à respecter, il y a un positionnement qui est propre à chaque modèle et pour chaque calotte. D'accord, donc la fibre de carbone, du Kevlar, il y a quoi aussi? Fibre de verre. Fibre de verre. En fait, on choisit les matériaux en fonction des besoins D'accord. liés à la fois à la norme et en même temps à la propriété de la calotte. Donc là, c'est pas rigide du tout là. Ah non, regarde. On va mettre de la résine et D'accord. après il y a toute une opération qui va se L'injection de produire. résine. Exactement. Le moule, c'est aussi la forme de ce casque. D'accord. Tu vois, l'opératrice met ce qu'elle vient de préparer à l'intérieur de ce moule, Ok. une étiquette de contrôle. Elle referme le système, tu vois, il y a des grillages pour se protéger. Ouais, d'accord. Elle va lancer le processus, la fermeture du moule. Ok. Il y a la partie mâle du moule qui va arriver. C'est une Ah oui, d'accord. technologie qui s'appelle le bag molding. D'accord. Ça va être gonflé à l'intérieur du... Ah, et la résine va se répartir. va se répartir partout, se répartir partout. Il y a à peu près 3 barres de pression. Voilà, j'allais te demander la, la pression qui était exercée à l'intérieur du moule. Là, Et combien de temps là? 8 minutes. Regarde, 8 minutes après, le casque a été cuit. Non, tu pourras pas le plier. Hein. Et là, ça y est, c'est solide. On est sur la coque solide. Ça y est, on est sur la coque solide. Il reste encore quelques étapes que je vais te montrer après, mais la coque est finie. Cette machine, c'est un robot qui pulvérise, qui envoie un jet d'eau à 3000 bars de pression. T'es en train de me dire c'est découpé à l'eau? Exactement. C'est D'accord. stupéfiant, n'est-ce pas? Bah, c'est ouais. Et 3000 bars? 3000 barres de pression. Et tu vois, le robot est programmé pour faire toutes les découpes Il est nécessaires. programmé selon le type de casque. Bien sûr, selon le modèle et selon tous les petits trucs qu'il va y avoir à faire. Après, quand il va ressortir, tu veux dire qu'il sera prêt? Bon, il faudra le poncer un peu, j'imagine. Oui, bien évidemment. Mais regarde ce que ça donne. Voilà le casque une fois découpé. Et ça, c'est découpé à l'eau. Ah oui, oui, c'est un peu humide. D'accord. Les casques X-Lite, donc, ce sont des casques en fibre. Et ce sont des casques de compétition. Vous en avez plusieurs des pilotes. Oui, on en a pas mal. Depuis de nombreuses années, on suit des pilotes en compétition, des jeunes comme des moins jeunes, comme des pilotes confirmés. Ouais, Stoner, Mélandry, pour citer les pilotes qui portent la marque Nolan. Mais ils ont des casques en fibre. Oui, les casques en fibre sont ceux qui permettent d'avoir à résistance égale un gain de poids très sensible. Et en compétition, c'est ce que l'on recherche avant toute chose. D'accord. Il y a aussi Chas Davis, pilote Ducati. Léon Camire, qui est Oui. nouveau pilote Honda. Les, David Cheka, pour rester Historique, là sur le aussi. franco-français et l'endurance. Et puis son frère aussi était Nolan, je crois. Bien sûr, pendant de nombreuses années. Et vous avez aussi des pilotes qui évoluent actuellement en MotoGP, Danilo Petrucci et tout récemment Alex Rins. Oui. Alors Alex Rins et Danilo Petrucci en particulier, on en reparle tout de suite dans le débrief sport. Le sport avec évidemment pour commencer les essais, les premiers essais à Sepang en MotoGP. Eric, c'était très animé dès la première journée.
Ah oui, c'était très animé et très attendu. Ça marquait la fin de la période d'interdiction de rouler, donc tout le monde était à cran. Et dès la première journée, Dani Pedrosa a roulé sous la barre des 2 minutes. Donc c'était déjà très 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 vite. Et on parlait de Casey Stoner tout à l'heure. Il a roulé, lui, avant l'arrivée des pilotes titulaires. Et lui avait déjà placé la barre assez haute puisqu'il était en 2.01. Donc voilà, ça y est, on est dans le rythme, on est parti. Et je pense que Michel va pouvoir nous en dire encore plus. Alors oui, c'est Michel Turcot, il était sur place, il était à Sepang. Il a pu d'abord interviewer l'un de vos pilotes, il a interviewé Danilo Petrucci, qui nous explique son attachement à la marque Nolan et son ambition pour cette année 2018. Super. Nolan, for me, it means a great story because until I reached the contract with Ducati, I have been with Nolan and with Alberto Vergani that helped me. Alberto is the owner of Nolan and is my manager. So I already had in 2010 the Nolan helmet and was very good. And especially, I think I reached my first podium in Silverstone in MotoGP with Nolan because Lorenzo lost the race because the helmet, the visor was foggy, and mine not. So sincerely I never had a problem with Nolan. I did a lot of training for especially in the winter during this winter for lose some weight, and because last year it has been a positive year, but in some races I was very slow, and we think that the main problem was the weight, my weight on the pressure on the tire. And the riding style. So during this winter I try to go down with the weight as much as possible, and during this winter test I have to work on my riding style and to try to have some more tire at the end of the race. Merci donc Michel d'avoir interviewé Danilo Petrucci. Petrucci, un cas à part en MotoGP. Ah oui, il a une trajectoire fulgurante, on va dire, puisqu'il est issu du Super Stock 600 et se retrouvait aujourd'hui en MotoGP avec les performances qu'il a faites. Au début, c'était sous la pluie. On l'a vu plus d'une fois jouer la première marche du podium. Ça ne s'est pas encore concrétisé, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et puis sur le sec, ça va être... Par contre, moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on vient de voir et Danilo Petrucci, un pilote. Et ça, c'est une question qu'on a souvent aussi, malgré tout. Est-ce que les pilotes roulent avec les mêmes casques que vous produisez pour le grand public, ou est-ce que ce sont des casques spécifiques ? Ce sont des casques qui sont directement issus de la production de Monsieur Tout-le-Monde et qui sont ajustés aux besoins spécifiques de chaque pilote. Les mousses sont ajustées ? Oui, en fonction de la morphologie exacte du pilote, puisque c'est un travail qu'on va pouvoir apporter. Mais la coque n'est pas plus résistante ou le la calotin est le non, même que pour tout le monde ? C'est exactement le même casque. Il y a des pilotes qui vont avoir des joues plus creuses que d'autres, par exemple. Donc on va venir mieux épouser la forme du visage. On va pouvoir, par exemple, placer du tissu éponge au niveau du front. Il y a des pilotes qui vont avoir une sudation plus importante que d'autres. Voilà le niveau de détail qu'on apporte pour les pilotes en compétition. Mais à part ça, c'est exactement le même casque. Il y a Alex Rins aussi, l'ancien adversaire de Johann Zarco. Johann Zarco qui continue à faire des miracles en MotoGP et qui est très attendu. Ouais, ça, c'est clair. Et Johann Zarco a perdu son coéquipier en chemin à l'intersaison, puisque Jonas Folger a déclaré forfait quelque temps, 10 jours avant les premiers essais, c'est ça. Michel Turcot est allé interviewer Yoni Hernandez, qui a pris le guidon dès le premier jour des essais de Sepang, qui a pris la place de Jonas Folger. What did you think when you got a phone call from Hervé Pouchard? I just think it's a good opportunity, and it's a good opportunity for me. But I just want to say sorry to Folger because it's a difficult time for him. I hope to come back again to the track. But for me, it's a positive test, I think, and a good opportunity to come back again for MotoGP.
If you were Poncharal and if Yoni Hernandez was not free, which rider would you choose for the season? I don't know. At this time, it's really difficult because every top rider have a contract, and I think it's complicated. You think it could be a chance for a new kid to get a ride, maybe coming from Superbike or Supersport, or I don't know? I don't know. I don't know. I just think about me and focus on make a good test and a good work with the team. I'm really curious because I try a Yamaha. I always ride in a Ducati, so I'm happy for that. You don't already sign in your contract with Yes. Pedacini, Yes, I have the contract with Pedacini. but if you got the ride for the MotoGP, No, I just make the test. okay. So no chance for you to ride the season, or? No, moment, just the test. Merci Michel. On passe tout de suite à la rubrique TechnoShop. Lors de la première émission de 2018, je vous avais parlé d'un antivol connecté avec sirène qui permettait, une fois relié en Bluetooth à son smartphone, de pouvoir le paramétrer et notamment de régler le volume de la sirène. Alors cette fois, je vais vous parler de Watchdog System, qui est une start-up française et qui vient de présenter le produit sur lequel elle travaille depuis à peu près 3 ans, qui est aussi un antivol connecté, un bloc disque, sauf que cette fois-ci, lui va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il vous envoie carrément une alerte par SMS sur votre portable lorsque la moto détecte un mouvement, enfin lorsque l'antivol détecte un mouvement. Et même pas besoin d'être à proximité du véhicule, puisque comme l'antivol utilise le réseau de télécommunications LoRa, quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouvez, et même si la moto est stationnée au 4e sous-sol, vous recevez l'alerte. Mais c'est pas tout, et ça c'est un point très intéressant, c'est que tous les utilisateurs de l'application qui se trouveraient à proximité vont eux aussi recevoir l'alerte, ce qui en fait un antivol communautaire. Dans la pratique, par contre, ça soulève quand même quelques questions sur les situations que ça peut créer, notamment les réactions que pourrait avoir l'éventuel voleur ou la personne qui se déciderait à intervenir. En tout cas, cet antivol Watchdog System, il sera disponible normalement courant juillet 2018. Il sera homologué aussi SRA. Il n'y aura pas d'abonnement, pas de frais supplémentaires. Une fois que vous l'aurez acheté, vous n'aurez rien de plus à débourser. Actuellement, il est disponible en précommande sur le site watchdogsystem.com au tarif de 279 € pour l'instant, avant de passer à 349 €. Merci Valentin pour cette démonstration d'antivol de nouvelle génération. Sébastien, on va passer à la dernière étape de fabrication d'un casque, c'est l'assemblage. Oui, on a vu la fabrication des pièces élémentaires, le calotin, la calotte, en polycarbonate et en fibre composite. Et maintenant, il faut assembler tout ça pour en faire un produit fini. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Avec plaisir. Donc l'assemblage, tu vois, ça se déroule avec plusieurs étapes. Ici, on a un N87 qui va être assemblé. On va y poser des joints, des rivets. Ici, on va poser les rivets qui vont maintenir la jugulaire à l'intérieur du casque. On continue, on avance. On a ici des visseuses pour aller visser à l'intérieur du casque des mécanismes, de l'écran solaire. Une fois qu'on a posé tous les mécanismes, on va introduire un calotin, le fameux calotin qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est encore une opération manuelle. D'accord. Là, il faut un peu plus de... Un peu plus de force. Un peu plus de force. Ici, on va... Là, on est dans ici, le travail à la chaîne. Ouais, ici, on va introduire la partie mentonnière du casque. D'accord. On termine avec la pose des ventilations, des derniers joints de finition. Tu vois ici des étiquettes de contrôle, des étiquettes d'indication. Et l'écran? L'écran qui a déjà été préparé, tu sais, on l'a vu se faire fabriquer, D'accord. traiter. Okay. Regarde, il est là, il est étiqueté. Attends, l'écran par soleil. L'écran par soleil est c'est vérifié. rapide, hein. Oui. Ouais. Ce sont des mains expertes qui travaillent. Tu vois ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et voilà, tu vois, Et là, le casque, il est terminé. le casque il est terminé. Il est On prêt, va- prêt à l'usage. On va l'emballer. Juste avant, on va vérifier un dernier contrôle, le contrôle qualité. Alors on va en parler d'homologation et de sécurité dans le débat tout de suite sur les casques homologués, sont-ils sûrs ou non? Envie de rouler, location de moto vous présente le débat. Merci à tous, vous avez été encore extrêmement nombreux, plus de 500 en 48 heures, à répondre à notre sondage sur le casque, dont voici les principaux résultats. Le confort est le premier critère de choix pour la sélection de votre casque. En effet, avec 78%, il est loin devant le design et la protection.
vous êtes quasiment tous multipossesseurs. Vos casques ont des cycles de vie assez longs, puisque vous êtes une majorité, à savoir 55%, à déclarer les renouveler tous les 5 ans. La première raison de renouvellement est donc la vétusté, pour 66% d'entre vous, devant le remplacement après une chute. Le casque intégral à la cote, puisque vous êtes 89% à en avoir un. Vous possédez également, principalement, des modulables, des jets et des crosses. Concernant l'achat, près d'un répondant sur deux dépense entre 300 et 500 €. Vous privilégiez les réseaux de distribution spécialisés, en étant 56% à acheter vos casques dans les magasins d'équipements et d'accessoires, devant Internet pour 22%. Enfin, pour les casques du futur, 4 tendances se dégagent. Celle d'avoir des technologies embarquées de type GPS pour un quart d'entre vous, qui arrive en tête, mais également, vous souhaitez que les casques du futur soient plus légers, plus silencieux et surtout plus protecteurs. On retrouve David pour le débat, un casque homologué est-il sûr ? Les casques homologués sont-ils sûrs ? Pour en parler, Sébastien, tu nous as emmenés dans un endroit privilégié, c'est-à-dire l'endroit où vous faites l'homologation. Oui, c'est l'endroit où on teste tous les casques de notre production, selon toutes les normes au travers desquelles on vend les casques sur la planète. Alors, on regarde ça tout de suite. Sébastien, quel est cet engin de torture ? Alors ici, on va tester les matériaux et je vais te montrer l'importance du calotin. Donc ça, c'est de l'air comprimé ? Oui. Qui va envoyer un projectile. Une barre de métal comme ça ? Oui, ça fait 300 grammes. D'accord. C'est le projectile ? Oui. Qui est envoyé à combien ? 180 km/h. Regarde. Ouais, normal, 180 km/h. Eh oui, ça fait mal à la tête. Hein. Et tu veux voir maintenant ce qui se passe quand on met un calotin ? Incroyable. T'as vu ? Il n'y a plus rien. Par contre, c'est tout détruit dedans, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et là, ça vous sert pas qu'à démontrer à des journalistes qu'il y a de l'impact. Vous vous en servez pourquoi ? On va vérifier la bonne conformité des matériaux dans leur fabrication et on va surtout tester la structure du casque. D'accord. Ici, on teste le mécanisme de commande du VPS. C'est le petit écran solaire interne. D'accord. Donc là, on arrive dans le laboratoire d'homologation des casques. Oui, c'est ici que sont testés tous les casques que nous produisons et que nous vendons à travers le monde. C'est un rapporteur ? Oui, pour mesurer les angles de vision, tu vois, je l'applique ici et je vérifie que mon casque respecte bien les angles de vision imposés par la norme. Donc là, c'est 105 degrés en latéral de chaque côté, ça fait 210 degrés au total, et 45 degrés en vertical. Qu'est-ce qui va se passer là ? Là, ici, on va faire un test de choc, c'est-à-dire qu'on va mettre une fausse tête équipée d'un accéléromètre triaxial à l'intérieur du casque, on va l'élever, on va le laisser tomber et on va voir ce qui se passe. L'important, c'est la vitesse d'impact. Et la tête est en métal, ça fait quel poids ? Ça fait entre 4 et 6 kilos, regarde. À mon avis, il est percé. Donc ça, c'est un casque qu'on ne peut plus utiliser, on est d'accord ? Non. 28 km/h. Environ. Ah, tu vois, il est cassé. Ah ouais, incroyable. Sous cette courbe, on va calculer tout ce qui se passe et on va obtenir une valeur. Cette valeur ne doit pas dépasser 2400. Et nous sommes à 2075. D'accord. C'est en HIC. Voilà. Head Injury Criteria, critères de blessure à la tête. D'accord. Des casques comme ça, dis-moi Sébastien, vous en cassez combien ? 4000. 4000, c'est 1% de la production ? Ça représente un sacré budget quand même au niveau développement. Justement. Oui, c'est un budget qui est d'une part imposé par les normes, puisque en fonction des batchs de production, on va devoir prélever des quantités de casques par taille, etc., pour vérifier, pour enregistrer tout ça dans des livres qui vont être vérifiés par le ministère des Transports. Et puis, ce sont aussi des casques que l'on casse selon nos propres critères de test que l'on a depuis le début. Alors, par rapport à cette norme et par rapport à ces tests, moi, j'ai envie de savoir, et je pense que nos téléspectateurs aussi, c'est quelle est la différence et comment on justifie l'écart de prix. Par exemple, un casque qui est chez vous, on va dire, aux alentours de 300 €, par exemple, la différence avec un casque qui est lui aussi homologué et qu'on trouve en grande surface. C'est quoi la différence ?
Il y a beaucoup de choses qui font la composante finale du prix d'un casque. Par exemple, la décoration. On a vu, on peut passer 3 minutes pour poser une décale et on peut en passer 30. Il est bien évident que ce temps passé se répercute sur le prix final. Le choix des tissus à l'intérieur. On a des tissus très simples, des velours cotonnés qui ne coûtent pas cher. Et puis on a vu, pour les casques X-Lite, on a des intérieurs avec des fibres à nanofilaments de carbone. Mais ça, c'est du coûte cher. confort, du design, mais au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y a une différence? J'ai envie de dire, quand on a le permis de conduire, on a le permis de conduire. Est-on un bon ou un mauvais conducteur? C'est un peu le même principe. Oui, mais en Angleterre, par exemple, il y a les normes Sharp. Enfin, c'est pas une norme. Non. C'est un organisme de test indépendant. Oui, qui a été créé à l'initiative d'une demande du gouvernement britannique pour donner justement un niveau qualitatif aux produits qu'on peut trouver sur le marché. C'est plus exigeant que les normes européennes ou c'est différent? On va dire que c'est à côté de la norme. C'est-à-dire, il y a la norme, il faut passer la norme pour pouvoir avoir le droit de vendre, et puis il y a ce label qu'on pourrait comparer de loin, mais quand même, à l'Euro NCAP dans l'automobile. D'accord, donc c'est un critère un peu annexe, alternatif. Exactement, et qualitatif. Nolan fabrique avec le système Encom un casque connecté. Oui. Tu parles de ce qui peut perturber le pilote. Est-ce que vous ne considérez pas que ça peut perturber le pilote également, ces systèmes de connectivité? C'était un vrai débat. On a présenté le système Encom en 2007, donc il y a déjà plus de 10 ans. Et à l'époque, on voyait déjà des gens mettre soit des petits écouteurs à l'intérieur de leur oreille ou des gens glisser. Exactement. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne devait pas intervenir pour proposer quelque chose de plus sûr? Parce que nos casques prédisposés Encom sont homologués avec le système intégré. Ce qui est bien la preuve, une fois de plus, que Nolan ne propose pas une solution commerciale, mais une solution de sécurité. Moi, après, pour en revenir à l'homologation, moi, clairement, la démarche des gens, est-ce que vous la comprenez? Quelqu'un qui va aller acheter un casque à 50 €, ça paraît dérisoire, mais il peut avoir l'esprit libre en se disant mon casque est homologué, donc j'ai pas besoin de dépenser plus. Est-ce que c'est un process que vous comprenez en étant acteur majeur du secteur du casque? Hélas, je le comprends qu'à moitié parce que, bien évidemment, ces casques qui sont proposés à des prix ridiculement bas ne peuvent pas prétendre à avoir le même niveau de recherche, de développement et de contrôle qualité dans tout le process de leur fabrication. Y compris la sécurité. Est-ce que la sécurité est liée simplement à l'obtention de la norme ou au contraire, y a-t-il d'autres choses derrière? Parce qu'il y avait une norme précédente. Là, c'est des normes européennes, c'est ça? Aujourd'hui, ce sont des normes européennes. Ce sont des normes européennes qui sont différentes des normes françaises qui étaient en vigueur jusqu'à 96. C'est l'AFNOR, c'est ça? Oui, c'était l'AFNOR. Est-ce que vous avez réfléchi à l'idée d'un casque airbag comme le fameux Scully? Oui, on y a réfléchi. On réfléchit à beaucoup de choses. C'est très compliqué en fait d'intégrer un système supplémentaire sur la tête. Ça l'alourdit, ça complexifie les choses. Je pense que le casque doit être le plus léger possible. N'oublions pas qu'une tête fait entre 4,5 kg et 6 kg. On rajoute un casque qui va faire 1,5 kg, c'est un gros pourcentage de plus. Ça fait de l'inertie en cas de choc. Exactement. Par contre, moi j'ai une question à vous poser, on l'entend souvent, c'est un peu un serpent de mer qui revient, c'est tous les 5 ans, il faut changer le casque. Est-ce qu'un casque a une date de péremption ou pas? Non, il n'a pas de date de péremption. C'était une recommandation de l'AFNOR à l'époque, parce qu'avec une utilisation moyenne, donc un casque soumis aux intempéries, au soleil, à la pluie, on voit des casques qui sont attachés à la moto et qui traînent par terre, eh bien tout ça c'était mixé par le savoir-faire de l'AFNOR qui disait qu'en moyenne, tous les 5 ans, il fallait changer de casque. On se doute bien aujourd'hui que quelqu'un qui l'utilise pratiquement 8 heures par jour va devoir changer plus souvent son casque. D'accord. Et au niveau des impacts dans la vie courante, ça nous arrive, je pense que même David ou même toi Sébastien, ça t'est arrivé d'échapper ton casque. Ça, c'est pas des contraintes qui sont soumises, même si elles sont répétitives, à l'obligation de changer son casque. Non, bien sûr que non. Non, c'est un accident. Un accident, à chaque accident, quand même, oui. Dès que la tête a tapé, il faut changer. On est d'accord. Bien sûr. D'accord. En tout cas, c'était très intéressant. Merci de nous avoir accueillis dans ce superbe showroom. Merci pour la découverte des usines du groupe Nolan. Et c'est vrai que c'était très intéressant et je pense qu'on ne se rend pas compte du travail en fait. C'est ça qui est impressionnant parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que le casque, c'était... Il y a encore très peu de temps le seul équipement qui était obligatoire et on ne se rend pas compte du travail qui est fait derrière et c'est vrai que passer dans les coulisses c'est toujours intéressant. En tout cas merci pour cette émission un peu particulière de Sans Concession. Merci d'être venu chez nous. On se retrouve très bientôt pour une autre émission, cette fois en concession.